Se respecter, c'est d'abord prendre conscience de sa propre valeur. Ensuite, c'est prendre soin de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Force est de constater que tout ce qui a trait aujourd'hui au respect de soi, au respect des autres, au respect de tout ce qui a trait à sa vie privée ou à la vie privée d'autrui est rudement mis à mal avec le boom des technologies, plus précisément l'hyper-immixtion, l'hyper-intrusion des réseaux sociaux. Bonsoir très chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes dans les meilleures conditions au moment où cette vidéo vous parviendra. Dans le cadre des activités professionnelles qui sont les miennes, je suis souvent interpellé par un certain nombre d'actualités pour que je puisse faire des réactions, des analyses, soit à titre didactique pour mes collaborateurs et stagiaires, soit tout simplement pour pouvoir édifier une grande partie de la population ou de l'audience qui nous suit. Et j'ai été particulièrement interpellé par la sortie d'une confrère du côté de l'Hexagone dans le cadre d'une affaire concernant un couple ou un ex-couple de streamers qui se sont retrouvés ces derniers temps mis en première ligne sur la toile relativement à une relation qu'ils auraient eue et qui se serait terminée dans les conditions les plus tristes, les plus déplorables. Essayons de replanter parce que tout comme vous, je prendrai connaissance de certains éléments et il y en a certains qui, quelques heures avant que je ne fasse cette vidéo, qui est une vidéo de réaction à la réalité et non préparée, me sont parvenus. Donc, je vais commencer par la première pièce, qui est un communiqué de presse d'un cabinet d'avocats qui représentait la demoiselle. Mais pourquoi pas replanter le débat pour savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. La polémique qui actuellement essaime les réseaux sociaux et qui s'est retrouvée sur la table de mes collaborateurs met en lice un couple de streamers, Mademoiselle Célia T et Monsieur Maxime M, plus respectivement connus sous les pseudos Elidia pour la demoiselle et Fugu pour le monsieur. Alors, en septembre 2025, Elidia poste un tweet sur X dans lequel elle laisserait penser qu'elle aurait été victime pendant tout le temps de sa relation avec Fugu d'un certain nombre de violences, notamment physiques, psychologiques, des menaces et des insultes à répétition. Alors, bien qu'à ce moment aucune plainte n'ait été déposée, on va déjà remarquer une très forte réaction communautaire sur les réseaux sociaux, notamment déjà sur le réseau Twitch, qui est la plateforme qui les a vus se faire vraiment connaître du public français et un peu mondial. Ensuite sur X et enfin sur les autres réseaux sociaux que tous les deux pratiquent en commun. Alors, bien après cette flambée de réactions communautaires qui allait essentiellement dans le sens de mettre au banc, de clouer au pilori Fugu, il a répliqué par une vidéo d'une cinquantaine de minutes, vidéo dans laquelle il essayait de présenter tous les éléments de cette affaire. Déjà en reconnaissant que son attitude n'avait pas été des plus exemplaires, mais en recontextualisant et en précisant tous les contours de chacune des accusations qu'on a laissé planer dans le post de Elidia. Par la suite, il ressort de ces éléments un certain nombre de contenus, de preuves, d'éléments sur lesquels il s'appuie et qu'il partage avec sa communauté pour leur faire savoir quelle était la réalité du quotidien avec son ex-compagne. Notamment des conversations téléphoniques, des preuves d'intrusion régulière dans son téléphone avec suppression de médias, des enregistrements de conversations et d'autres éléments. Par la suite, nous apprendrons par un cabinet qui représente Elidia qu'une plainte sur la base de cette vidéo-là aurait été déposée au parquet de Créteil. Précisons là qu'il s'agit d'un couple de streamers ou un ex-couple de streamers français, donc justiciable du droit pénal français. Et donc, c'est sous l'angle de ces textes-là dont nous sommes un peu imprégnés dans l'univers juridique qui est le nôtre, c'est-à-dire le système romano-germanique, et système à partir desquels nous pouvons poser une analyse rigoureuse et objective de la situation. Donc, pour revenir à ce que nous disions, sur la base de cette vidéo, une plainte va être déposée au parquet de Créteil contre Fugu pour les faits de violence aggravée. Je ne sais pas s'il y a d'autres infractions qui ont été marquées sur la base des éléments que nous avons reçus, notamment le communiqué de presse mis en ligne par le cabinet qui représente la streameuse. Donc, des plaintes pour violence aggravée. Quelques temps après, nous aurons une réplique du cabinet qui représente Fugu pour essayer d'éclaircir un certain nombre d'éléments. Voici les faits dont je dispose en l'état actuel des choses. Donc, pour nous résumer, d'un côté, nous avons la plaignante du moment, Elidia, qui allègue qu'elle aurait été victime pendant toute la période de sa relation de violences physiques et psychologiques de la part de son ex-compagnon et aurait déposé une plainte sur cette base-là au parquet de Créteil. Et de l'autre côté, nous avons le mis en cause qui a fait une vidéo explicative et de réponse qu'il a étayé, soutenu avec un certain nombre d'éléments pour pouvoir démontrer que, au contraire, il a été victime tout au long de cette relation de manipulation, de chantage divers et qu'à la réalité, il s'agit d'une orchestration médiatique
dans le but de le salir et de se faire de la notoriété sur son dos. Nous allons donc essayer, une fois ce cadre posé, de rentrer dans le cadre juridique de ces éléments-là. Commençons par une entrée en matière. Nous sommes dans le droit pénal français et l'infraction ne se constate qu'à la réunion de 3 éléments constitutifs. Le premier qui est l'élément légal. Le fait qui est allégué, l'accusation qui est portée doit reposer sur un texte législatif, sur un texte qui existe et qui réprime le comportement en question, l'élément légal. Ensuite, l'élément matériel. Un certain nombre de faits doivent être constatables, doivent être vérifiables pour s'assurer qu'il y a eu effectivement une action dommageable, un geste préjudiciable et un résultat qui a été le dommage ou alors le préjudice. Le troisième élément, quant à lui, c'est l'élément intentionnel. Parce que pour qu'une infraction puisse être considérée comme telle, il faudrait que non seulement elle soit pointée, non seulement elle soit prévue, mais que la personne qui se retrouve en train de devoir en répondre devant la juridiction compétente ait posé cette action en connaissance de cause, dans la recherche du but qui a été atteint. C'est cela que nous appelons l'animus ou l'élément intentionnel. Une fois la compréhension de l'infraction du point de vue juridique ainsi que de ses éléments constitutifs, nous allons pouvoir nous pencher clairement sur les éléments dont nous disposons. Alors, comme je vous disais, nous avons 3 éléments qui nous sont parvenus. Le communiqué de presse du cabinet qui représente Elidia, la déclaration ou alors la transcription de la vidéo ainsi que des pièces jointes qui ont été produites par Monsieur Maxime M, plus connu sous le nom de Fugu, ainsi que un ensemble de posts ou de reposts et de commentaires qui traduisent avec une certaine acuité l'agressivité que cet élément de polémique suscite dans la communauté ou dans les communautés de ces 2 streamers. Alors, nous avons posé ces bases. Le communiqué de presse des avocats d'Elidia, pour être tout à fait précis, relève une seule chose: les violences physiques et psychologiques, en précisant qu'il les reconnaît. Ensuite, essaye de rattacher ce fait à la grande vague des dénonciations du cadre Itemap et MeToo et fait une sorte de procès avant le procès de la médiatisation de cette affaire, mais surtout d'une potentielle réutilisation de cette médiatisation par le mis en cause, de sorte que la plaignante ainsi que sa famille fassent l'objet, je cite, soit la cible de messages de menaces, de haine, de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe et qui donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. Voilà ce qui constitue le nœud de la procédure engagée par Elidia et ses avocats. En quoi consiste la violence? La violence, d'un point de vue juridique, se réclame de toute action qui aurait pour conséquence, pour effet, pour objectif de causer un dommage, soit physique, c'est-à-dire un dommage direct, soit de manière psychologique. Dans ce cas, nous sommes dans un dommage plus ou moins indirect et pourquoi pas financier, médiatique. Mais principalement des dommages physiques, des dommages non physiques, psychologiques. Tout acte donc qui concourait à atteindre cet effet, à poursuivre cet objectif-là, s'entend d'un point de vue légal comme relevant de la violence. Dans le cadre du Code pénal français mis à jour, nous sommes dans les articles 221 dans ces 17 premiers alinéas entre les actes de torture et de barbarie ainsi que les autres atteintes à l'intégrité corporelle que nous pouvons retrouver dans ce chapitre du Code pénal français. Donc, nous avons donc les violences physiques et psychologiques qui sont visées. Bien évidemment, à la lecture de la déclaration de Mademoiselle Elidia sur X, un certain nombre d'éléments sont soulevés par écrit et uniquement par écrit. De l'autre côté, nous avons des éléments circonstanciés, documentés et contextualisés par Maxime M alias Fugu. Ces éléments sont des conversations, sont des enregistrements de conversations téléphoniques, sont des extraits de conversations, sont des preuves d'intrusion dans son téléphone par sa compagne de l'époque et la suppression des conversations ou en tout cas de ce que elle écrivait et envoyait comme message à Monsieur Fugu. Et enfin d'une conversation dans laquelle elle ainsi qu'une de ses amies, dont j'oublie le pseudo ou le prénom qui commence par S, reconnaît qu'elle les a supprimés volontairement pour qu'il n'y ait aucun élément contre elle, pour qu'il ne puisse pas prouver les choses qu'elle a dites ou qu'elle aurait faites. Allons plus loin encore, dans cet enregistrement, on constate, on réalise très clairement qu'il y a une orchestration ou tout du moins un assemblage des éléments qui doivent être plus tard postés dans le tweet sur X pour ne pas accuser directement Fugu, mais laisser la population, laisser les communautés
penser, deviner ou alors faire le lien directement entre les insinuations et les faits avérés de violence. Une question juridique ici se pose, c'est déjà celle de la valeur ou du poids des éléments qui sont mis sur la table pour pouvoir soutenir une version ou l'autre. Nous ne referons pas ce procès ici parce que l'un des éléments sur lesquels nous reviendrons justement, c'est cette surimmixion, cette super intrusion des réseaux sociaux dans des dynamiques judiciaires ou juridictionnelles, alors que l'information devrait être le seul objectif et pas voué à la vindicte populaire des personnes qui sont encore sous l'emprise de ce que nous appelons dans notre jargon judiciaire la présomption d'innocence. Donc, une fois que les juridictions compétentes se seront saisies de ces éléments de preuve, elles pourront donc décider des éléments à retenir et des éléments à écarter pour pouvoir décider si, oui ou non, les faits de violence sont caractérisés et si fugu devrait être justiciable, c'est-à-dire devrait être traduit devant les juridictions. Donc, une fois que nous avons évacué ces éléments de preuve qui sont présentés d'un côté d'une manière quand même assez fournie et assez détaillée, nous parlons d'une relation qui s'est étendue entre septembre 2023 et octobre ou alors septembre 2025, soit pratiquement 2 ou 3 années. Et nous avons de l'autre côté des déclarations qui peut-être devant les autorités compétentes seront soutenues par un certain nombre de pièces. Mais en l'état actuel de ce dont nous disposons, mademoiselle Lydia n'a donné aucun élément concret qui puisse attester de ce qu'elle aurait été victime dans les conditions qu'elle précise bien, dans les conditions qu'elle présente, ces infractions de violence physique et psychologique. D'ailleurs, le communiqué de presse du cabinet qui la représente a tout fait de prendre comme principal élément à mettre en avant cette même vidéo que Fugu cette vidéo que Fugu a mise sur YouTube pour pouvoir donner son élément de réponse et recontextualiser les faits. 3 éléments juridiques attirent notre attention ici, de sorte que nous voulions les partager avec vous. Le premier élément que nous avons déjà soutenu, c'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est soutenue par l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et est reprise dans la grande majorité des textes légaux des pays relevant du système romano-germanique. De manière simple, à quoi est-ce que cela renvoie? Toute personne qui ne fait pas encore l'objet d'une décision d'une juridiction compétente, décision devenue définitive, jouit jusqu'à l'arrivée de cette décision de la présomption d'innocence, est donc considérée comme innocente. Et lorsque nous parlons d'une décision définitive, nous incluons ici les différents incidents d'audience ou alors les différents modes de recours qui peuvent être actionnés par les parties concernées jusqu'à ce que la juridiction suprême puisse en dernier ressort rendre une décision dans cette cause. Donc, à partir du moment où nous ne sommes pas encore devant une juridiction de jugement, une fois que nous ne sommes pas encore rendus face à une décision devenue définitive après épuisement de tous les délais et de toutes les formes de voies de recours, M. Fugu est tout simplement considéré comme innocent et devrait être traité comme tel. Le deuxième élément de droit qui nous semble important de soulever ici, c'est la dénonciation calomnieuse. Nous nous expliquons de manière assez fluide. À partir du moment où une personne s'estime victime d'une infraction, elle est en droit de saisir les autorités compétentes afin que celles-ci puissent se saisir de la cause, faire entendre toutes les parties concernées, mener toutes les enquêtes, expertises et décentes qui lui permettront de toucher la vérité des faits du doigt et ensuite, au cours d'un procès, répartir les différents chefs de responsabilité entre les personnes responsables et enfin appliquer une sanction ou faire appliquer une sanction. À partir du moment où la juridiction compétente qui est saisie se rendait compte que la personne qui a actionné ce mouvement juridictionnel l'a fait dans l'objectif de faire condamner la personne alors que les faits ne sont ni avoués, ni avérés, encore moins existants ou prouvables, nous sommes dans une hypothèse de dénonciation calomnieuse qui permet donc à la personne qui a été injustement traînée devant les juridictions compétentes de se retourner contre celle qui a émis ces accusations. La personne, bien sûr, le plaignant qui a émis ces accusations, et celle-ci devra donc répondre des faits de dénonciation calomnieuse. Pourquoi est-ce que nous relevons cet élément ici? Parce que l'impact des réseaux sociaux laisse à penser qu'une affaire est déjà pleinement engagée, que des faits sont déjà pleinement avérés, déjà prouvés et qu'il ne reste que des sanctions à appliquer. Ce qui n'est nullement le cas dans la cause opposant Madame Lydia et Monsieur Fugu. S'il s'avérait donc que les faits
présentées par M. Fugu, appuyées par les documents et les preuves dont il dispose, attestaient qu'effectivement une atmosphère autre que celle qui nous est présentée depuis quelques jours existait, c'est-à-dire une médiatisation d'une prétendue violence dans l'objectif de porter atteinte à sa personne, alors il serait pleinement fondé à pouvoir poursuivre. Bien sûr, sous réserve d'un certain nombre de détails techniques, procéduraux que nous vous évitons ici, il serait donc fondé à se retourner vers la plaignante pour la poursuivre en dénonciation calomnieuse. Ceci vaut aussi pour un troisième élément juridique qui est la diffamation publique. N'oublions pas que nous sommes en face de deux streamers, deux personnalités assez connues de l'univers des streamers et de l'univers du jeu en ligne, donc des personnes qui ont une certaine notoriété, une certaine crédibilité et une certaine reconnaissance aux yeux de leur communauté. À partir du moment où la crédibilité, l'image, l'impact que l'une de ces personnes peut avoir sur ces communautés se retrouve entachée par des accusations qui ne sont pas avérées, au-delà de la dénonciation calomnieuse, la diffamation publique pourrait jouer. À titre donc de commentaires plus ciblés, plus objectifs et un peu plus dénués d'émotions, pour l'instant non utiles pour la manifestation de la vérité, une série de 3 constatations doit être faite. La première est que, à ce stade, nous sommes en face d'allégations pures et simples qui ne font pas état de preuves directes de la commission d'une infraction. Et dans une hypothèse d'allégation, les republications, les insultes, les vagues de haine, les attaques directes prises contre les personnes concernées ou leurs entourages pourraient prendre une toute autre coloration juridique indépendante de la situation principale. Nous sommes donc purement dans des allégations. Tant que les autorités compétentes, notamment le parquet de Créteil, ne se sont pas encore prononcées et qu'une mise en examen et un renvoi devant une juridiction sont ordonnés, nous sommes purement dans des allégations sur une place publique. La deuxième constatation que nous pouvons faire est qu'à la lecture de la déclaration de Madame Elidia, avec tout le respect que nous pouvons avoir pour chacune des parties en cause et pour des mouvements aussi importants que MeToo qui ont permis aux femmes qui, dans certains domaines bien précis, comme le domaine des affaires, le domaine du divertissement, le domaine du cinéma, n'arrivaient pas à dénoncer leurs bourreaux, il faut quand même pouvoir dire que nous sommes pour l'instant dans des allégations qui en fait mettent en scène une certaine condamnation, non judiciaire mais médiatique et médiatisée d'une personne sans qu'il n'y ait aucune preuve, sans qu'il n'y ait de désignation directe. Et cela participe justement de l'hyper-intrusion des réseaux sociaux dans les champs de compétences des juridictions ou des institutions qui sont supposées pouvoir réguler les comportements sociaux, notamment les éléments de la vie conjugale ou de la vie privée des individus. Troisième constatation, bien que nous ne soyons pas devant une juridiction à proprement parler, ce que nous ne cessons de relever ici, il n'en demeure pas moins que la somme d'éléments mis à disposition de la communauté par M. Fugu sont de nature à inverser la tendance qui allait à le condamner sans lui donner le gain de cause ou même encore entendre son son de cloche et laisserait penser qu'une instrumentalisation peut avoir été faite et qu'une concertation ait existé dans le but de pouvoir atteindre à son image et pourquoi pas à sa liberté. Parce que nous n'oublions pas, dans la consécration ou alors dans la concrétisation de poursuites pour des cas ou pour des faits de violence physique et psychologique et peut-être même de circonstances aggravantes, il risque même une peine d'emprisonnement. À titre de première conclusion au contact de cette affaire, nous constaterons que l'affaire Elidia Fugu met en lumière des tensions fréquentes et profondes entre la justice institutionnelle, la justice traditionnelle et la justice médiatique, celle des réseaux sociaux. Elle révèle un déséquilibre croissant entre l'opinion publique et la vérité juridique, entre la vertu morale de la justice qui est de rétribuer chacun et la réaction ou les réactions émotionnelles pour qualifier certaines actions qui parfois sont moins préjudiciables, sont moins sanctionnables qu'elles le sont à la réalité. Et dans cette société où l'opinion publique est galvanisée, la viralité de n'importe quelle information devient un véritable danger et on se retrouve en train de déplacer les principaux canons des procédures pour les sacrifier au bien-être, au paraître et au contentement des masses sur les réseaux sociaux. Pourtant, le droit pénal et le droit en général, ce n'est pas ça. Le droit pénal se fonde sur un certain nombre d'éléments bien précis, sur la preuve, sur des faits dommageables, sur la matérialité, sur des intentions avérées, sur des faits et encore plus sur la loi. Alors, dans un contexte où on va confondre très souvent l'accusation, qui est l'ensemble
des propos, des éléments posés sur les épaules ou mis à la charge d'une personne et la véritable culpabilité qui est la somme des investigations judiciaires qui amène à une certitude quasi irréfragable, quasi instoppable, quasi indéformable de ce que une personne, oui ou non, s'est rendue coupable d'une affaire, il y a un grand fossé, il y a un grand pont. C'est donc la raison pour laquelle la présomption d'innocence doit être respectée à toutes les étapes de la procédure. Parce que sans présomption d'innocence, il n'y a plus de devoir moral de devoir rechercher la vérité, mais plutôt une satisfaction d'une pulsion sociale qui pourrait être une forme de vindicte populaire avant même que la vérité ne puisse se faire au grand jour. Du côté des États-Unis, plein d'affaires aujourd'hui ont été mises en avant pour pouvoir casser cette tendance qui voulait qu'automatiquement la charge de la preuve n'incombait plus à la prétendue victime, mais plutôt à la personne accusée de démontrer qu'elle n'avait commis aucun acte. Nous avons l'affaire Depp contre Heard. Nous avons le célèbre acteur d'origine britannique Geoffrey Rush qui s'est retrouvé devant les juridictions pour des faits similaires et plus tard innocenté. Mais très récemment encore, nous avons ce jeune acteur noir, Jonathan Majors, qui s'est retrouvé accusé par son ex-compagne Grace Jabbari d'un certain nombre de violences. Et il a fallu que des enquêtes approfondies et que les caméras de la ville aient pu retrouver le trajet que les deux personnes ont suivi, ainsi que les actions prétendument posées sur les épaules des uns et des autres soient révélées pour qu'on se rende compte que, telles que les choses avaient été présentées initialement par la prétendue victime, Jonathan Majors n'était pas si coupable que ça. Malheureusement, il a été cloué au pilori, plein de ses contrats ont été annulés et aujourd'hui, il peine à pouvoir se remettre le pied à l'étrier. Cette affaire interroge également les nouveaux défis du droit moderne ou du droit procédural. Par exemple, comment administre-t-on la preuve dans le cadre des infractions d'ordre conjugal, souvent sans témoin direct? Comment est-ce qu'on authentifie un enregistrement ou on mesure la portée réelle d'un cyberharcèlement? Comment est-ce qu'on protège la parole des victimes sans pouvoir sacrifier celle des innocents? Autant de questions qui, même si elles sont facilement formulées, elles recèlent toute une série de mécanismes qui doivent être mis en branle par les hommes de droit, par les praticiens de droit et surtout par la moralité publique pour pouvoir remettre les faits uniquement dans leur contexte et essayer de retrouver toujours en toute chose l'équité et la justice. Nous espérons que cette modeste analyse a pu vous permettre de jeter un regard un peu plus mature et un peu plus épuré des émotions qu'il y a tout autour et saisir réellement ce que nous avons sur les mains en l'état actuel des choses et ce que les juridictions qui se sont saisies déjà de l'affaire, notamment le parquet de Créteil, devront endurer, devront rechercher, devront essayer de surmonter en termes de vindicte médiatique pour pouvoir réellement remplir leur office. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des avis contraires, ce sera toujours enrichissant pour nous de pouvoir échanger. Mais n'oubliez jamais une chose, le droit, on ne le subit pas, il est un outil. Merci.